Bonjour. Je me demandais pourquoi on vous avait mis ensemble, parce qu'en fait, vous ne vous ressemblez pas du tout. Je ne parle pas physiquement, ça c'est logique. Mais d'un point de vue du contenu du livre, parce que d'un côté, vous avez Laurence Perrin qui fait La drôle de vie de Zelda Zonk, que j'ai adoré. Enfin, même on parlera des autres hein, que j'ai adoré, qui sont ce qu'on peut appeler des livres, mais pas péjorativement dans ma bouche, hein, des livres de détente de qualité et intelligents. C'est voilà, l'art de se divertir sans s'abêtir, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a des gens qui vendent beaucoup et qui rapportent pas grand-chose au niveau de la détente. Je nommerai pas de nom, mais voilà. Et puis, il y a Harold Cobbert. Harold Cobbert, alors, vous m'avez scotché à propos d'un livre sur Forniret. Et Dieu sait si ce genre de bonhomme, c'était pas mon truc. Et puis, j'y allais à reculons parce que j'ai l'impression d'être un voyeur. Enfin, de me dire... en fait, ça, c'est l'histoire de Monique Forniret, la femme de Forniret, oui. Le nom moins célèbre, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un serial killer à la française ou à la belge. Si, c'est un serial killer à la française. Et c'est un livre qui est hyper dérangeant, hyper fascinant, très subtil, parce que il y a des fois, on ne comprend pas, quoi. Je veux dire, est-ce qu'elle nous manipule? Est-ce qu'elle a été manipulée? Est-ce que... Voilà, ça, c'est le gros problème de la chose. Et c'est très dérangeant parce que j'ai peut-être... Elle presque sympathique par moment. Enfin, pas sympathique, mais on se dit elle est un peu victime ou d'elle-même. Ou... Moi, je la trouve même drôle par endroits. Elle est tellement folle qu'elle en devient drôle. Et c'est justement parce qu'elle en devient drôle qu'elle en devient très, très, très humaine. Et je trouve intéressant d'approcher le fait que le mal n'arrive jamais avec des cornes, des naseaux écumants, et qu'il est très... Il y a une vraie banalité du mal quotidienne qui n'est pas qu'une immense banalité du mal politique, et c'est intéressant d'aller explorer ces territoires obscurs. Ça m'a fait penser à Himmler, ça, le petit bonhomme avec ses petites lunettes qui a l'air complètement gentil, fonctionnaire, bien avec ses enfants, son papa, sa maman, et puis qui était la pire crapule qu'on ait jamais vue. Et elle, c'est pareil, elle a un côté anodin. On se dit, elle pourrait faire la queue au salon du livre de poche de sa mort, on la reconnaîtrait pas, quoi. Seulement on ne la reconnaîtrait pas, et je pense qu'on ne la remarquerait même pas. C'est ça qui est pire. Oui, c'est ça qui est terrible. Donc on serait encore plus à milieu d'imaginer qu'elle est capable d'inspirer un homme comme ça. Ah oui, c'est incroyable. Puis d'un autre côté, on a Laurence Perrin avec La drôle de vie de Zelda Zonk. Alors ça m'a beaucoup plu. Parce que j'ai bien aimé le truc qui accroche. C'est-à-dire que bon, au départ, c'est un truc classique. Enfin, un couple qui est déjà ensemble depuis longtemps. Je t'aime moi non plus. Il y a un moment où on se lasse. La salle de bain commune, lui qui écrit des best-sellers, ouais, c'est ça. Donc il y a un moment, et puis arrive un truc commun aussi. Il y a un accident de voiture. Ouais. Elle se retrouve à l'hôpital avec une vieille dame. Et cette vieille dame, là vient le mystère. Je ne vous dévoilerai pas le mystère, je ne vous donnerai pas la réponse, mais en fait l'histoire est géniale. C'est que cette dame, elle lui raconte sa vie. Et Zelda Zonk, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était le nom que prenait Marilyn Monroe quand elle voulait être incognito. Et cette vieille dame, pendant tout le livre, on se demande si en fait le suicide de Marilyn Monroe n'était pas une espèce de maquillage et que en fait elle était toujours vivante et que cette vieille dame c'était Marilyn Monroe qui elle aussi était à l'hôpital. Et je trouve que votre idée elle est géniale parce qu'on sait que même à la fin on arrive à douter parce qu'on se dit peut-être qu'en fin de compte c'est du maquillage. C'était peut-être pas exactement ça, mais c'est pas suicidé. Et je trouve l'idée, mais en plus c'est fait par petites touches. Ça vous est venu comment cette idée de Marilyn Monroe à 80 ans? Ça me fascine. Ça m'est arrivé il y a très longtemps en fait, parce que j'ai été une journaliste de cinéma avant d'être écrivain. Et j'étais fascinée par Marilyn quand j'étais petite. J'ai lu à peu près tout ce qui s'écrivait sur elle, ses biographies. Et à chaque fois, il y avait ce nom qui revenait, que j'ai absolument pas inventé, Zelda Zonk. C'était une période dans la vie de Marilyn, en 1951, où elle n'avait plus envie de jouer ces espèces de rôles de dinde emplumée à Hollywood. Et elle voulait qu'on la prenne au sérieux. Donc elle est partie à New York pendant 9 mois. Pour prendre des cours à l'Actor Studio de Lee Strasberg, à l'époque où Brando, James Dean sont passés. Elle mettait une perruque brune et elle se faisait appeler Zelda Zonk. Et à chaque fois que j'ai vu ce nom, je me suis dit déjà où elle a trouvé un nom pareil. Et je me suis toujours persuadée qu'un jour j'en ferais quelque chose. Et j'ai voulu qu'elle serve de tutrice, une sorte de tuteur à l'histoire en fait, que ce soit un prétexte au changement de vie, un prétexte au virage qu'une femme peut prendre dans sa vie, parce que si la femme la plus célèbre du monde à un moment a pu maquiller un suicide pour changer de vie et partir en Irlande, ça veut dire que toutes les femmes
peuvent changer de vie. Donc c'est ce que je voulais raconter à travers cette histoire. C'est pas si anodin que ça, ce roman. C'est-à-dire qu'apparemment, derrière la détente et le plaisir de raconter, il y a autre chose. Oui, il y a les virages, il y a les virages que nous, les femmes, les hommes aussi, hein, certainement, on se pose. Moi, j'ai toujours été fascinée par les gens qui changeaient de vie, justement, qui osaient laisser tomber un travail, je ne sais pas, de banquier ou de charcutier traiteur, peu importe, pour aller ouvrir une école au Mali ou pour aller en Amérique. Ça m'a toujours fascinée. Enfin, moi-même, dans ma vie, je l'ai fait, j'ai changé aussi. Et je voulais raconter le changement de vie, en fait. Et je trouvais que Zelda, c'était une... Alors, il y a un petit plus, même un grand plus, hein, parce que le premier tome, ça se passe en Irlande. Oui. Donc, en plus, c'est un peu le taxi. Il y a l'ambiance d'Odéon, le taxi mauve. Enfin, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire qui est relativement complexe et passionnante et plein de suspense, parce qu'il y a toujours ça. Hein. Ouais. Mais il y a aussi, en même temps, l'Irlande. C'est quand elle part avec... les grandes prairies, l'herbe, la nature et tout, c'est absolument... quand je dis Michel Déon, c'est un peu ça. C'est le côté, si vous avez regardé le Taxi Mauve en film, il y a de ça dans vous, quoi. C'est un peu le côté Déon féminin. C'est plein de charme, c'est psychologiquement bien compris. Alors après, on va voir les personnages qui vont partir. Hein. Ils vont se retrouver aux États-Unis parce qu'il y a l'histoire de sa fille, enfin de la fille. Enfin, je vais pas vous raconter parce que sinon on va encore me reprocher que je raconte les histoires et que voilà. Donc, mais moi je peux vous donner un conseil, si vous partez en vacances, vous cherchez 2 bons bouquins, il y en a même un 3e, on en reparlera tout à l'heure. Prenez ces 2 petits bouquins, vous allez voir, le premier, vous allez vouloir la suite, vous attachez aux personnages, ils sont attachants, ils vous ressemblent, enfin ils nous ressemblent, parce que quelque part c'est vrai qu'on a tous envie à un moment de vous dire basta, il y en a marre, on a l'impression d'être dans un tourbillon, et c'est hyper bien fait. Et franchement, ça a été un de mes grands plaisirs des dernières années au niveau... ça lave le cerveau, on a l'impression d'avoir une petite broderie bien fichue. Voilà. Pour revenir à vous, alors ça c'est l'antithèse. Hein, pourquoi vous êtes intéressé comme ça, mais pourquoi à elle? Pourquoi à elle? Parce que quand il y a eu le procès qui s'est ouvert en 2008... J'ai été happé, comme beaucoup, je crois, par l'horreur de cette histoire-là. Et quand on a décortiqué cela, lui ne m'a pas intéressé du tout. Lui, ça n'est, entre guillemets, qu'un pervers sexuel parmi tant d'autres. C'est l'un des pires. Il y en a eu avant lui, hélas. Il y en aura encore après lui, hélas. Une femme, en revanche, qui l'assiste, qui sans doute le façonne et voire l'inspire, j'en connais pas beaucoup. Et c'est elle qui m'a semblé être une espèce de gouffre métaphysique, une espèce de gouffre psychologique, une espèce d'abîme intégral. Et je me suis dit, il faut que je m'intéresse à elle, il faut que j'essaie de comprendre pourquoi. Et au fond, je me suis même rendu compte en l'écrivant que j'étais victime d'une sorte d'a priori anti-féministe, c'est-à-dire que les femmes peuvent exceller comme les hommes aussi bien dans le mal. Parce qu'on se dit qu'une femme ne peut pas faire cela, qu'elle ne peut pas cautionner des actes comme cela, parce qu'une femme, ça donne la vie, les hommes, ils donnent la mort en faisant la guerre, les femmes, non. Et finalement, les femmes aussi sont capables de cette cruauté-là. Et c'était intéressant de voir que le mal n'a pas de sexe aussi précisément. Et je trouvais que c'était plutôt elle le pivot le plus important, parce que lui, avant elle, il a été déjà condamné par 2 fois. À chaque fois, il s'est fait prendre et il n'a surtout jamais tué. Il commence à tuer avec elle. Et c'est la rencontre qu'il a avec cette femme-là qui fait qu'il a pendant 17 ans un parcours criminel absolument redoutable et impuni. C'est ça, c'est un livre très dérangeant, hein. Parce que c'est vrai que ça bascule les clichés, c'est-à-dire que c'est vrai, la femme, elle est maternelle, les hommes, c'est vraiment des brutes, et que c'est pas possible qu'une femme puisse faire ça. Et c'est vrai qu'elle est encore plus machiavélique que lui. Mais je trouve que ce qui est encore plus machiavélique, c'est qu'elle essaye sa manipulation, elle la dissimule tellement bien que c'est comme les poupées russes, quoi. Plus on en retire, Mais en fait, vous savez, je me demande si elle est consciente qu'elle le manipule ou pas. Parce qu'on s'est rendu compte au moment du procès qu'effectivement, je crois que Michel Fourniret a un QI d'à peu près 120 et elle 131 ou 135. Je ne sais plus quel est le chiffre. Donc, mais entre 120 et 131, ces 11 points-là font qu'elle appartient aux 5% de l'humanité qui sont les plus intelligents. Simplement, je crois qu'elle n'a aucune conscience de sa propre intelligence et qu'elle le fait d'une manière instinctive. Donc je n'ai même pas l'impression qu'elle ait la conscience, qu'elle le manipule. Et il y a quelque chose d'extraordinairement dialectique chez eux, comme chez Hegel, en fait. C'est-à-dire qu'en se soumettant à lui, elle lui devient indispensable et c'est elle qui dirige, au fond. Mais je ne suis pas convaincu qu'elle soit... Enfin, je n'ai pas tranché si elle était consciente ou pas. C'est ça qui est le génie de... Et c'est le mystère qui reste. Ouais, c'est ça qui est super dérangeant dans ce livre. Hein. Je veux dire, on le ferme. En fait, on n'en sait pas beaucoup plus.
Alors, on a approché une forme de folie. Quelqu'un, mais elle s'éloigne chaque fois qu'on croit avoir un bout de solution. Quoi. Puis je pense qu'elle va emporter son secret et ses secrets avec elle, parce qu'on sait que dans leur parcours criminel, il y a un creux d'à peu près 10 ans, où, d'après ce qu'on en sait, il y a beaucoup de babysitters étrangères qui sont venus chez eux et qui, a priori, n'en sont pas repartis, mais il n'y a aucune trace. Le policier belge qui l'a fait craquer, que j'ai eu la chance de rencontrer et de confesser pendant 48 heures, m'a dit que selon lui, il y avait au moins 25 victimes de plus, mais on n'en saura jamais rien. Michel Fourniret est encore suspecté dans 3 très grosses affaires françaises, qui sont Estelle Mouzin, Johanna Parrish et Domès. Et il n'y a qu'elle qui sait. Ouais, et qui a la vérité sur tout cela. C'est du Hitchcock. Hein. Ah, c'est totalement du Hitchcock. Hein. C'est un vrai film. Mais lisez ce bouquin parce que c'est vraiment d'une intensité incroyable. Et puis alors, c'est ça qui est génial avec les écrivains qui ont du talent, c'est qu'ils peuvent passer de Monique Fourniret à Jim Morrison, par exemple. Ça j'adore. Et il le fait avec autant d'intensité. Il nous fait redécouvrir le personnage quand même, parce que moi, Jim Morrison, c'était le Père Lachaise, un peu comme Oscar Wilde. La tombe et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, on redécouvre le personnage, enfin l'homme qui est derrière. Ouais, parce que moi, je me suis rendu compte que Jim Morrison, en fait, avait créé un personnage qui est le roi lézard, et c'est un personnage qu'il a totalement bouffé. Parce qu'en vrai, Jim Morrison voulait être poète, il s'est créé un personnage qui lui permettait d'être outrancier. Mais en fait, en créant ce personnage-là, il a créé une attente le concernant qui était de toujours plus d'outrance. Et d'une certaine manière, en fait, le fameux concert où il est censé avoir montré son sexe, où il ne l'a pas fait, est une sorte de suicide. Il veut tuer ce roi lézard-là pour se réinventer ensuite à Paris. On sait qu'il Mais dans l'absolu, il a créé il a suivi la chaîne du poète maudit, quoi. Complètement. Il est venu dans cette ville de Paris. En fait, il est devenu ce qu'il voulait être, mais une fois mort, quoi. Exactement. C'est incroyable. Hein. Ouais, et puis, en fait, moi, dans ma généalogie d'auteur, c'est grâce à Jim Morrison que je passe à Monique Fourniret. Parce qu'en fait, jusqu'à ce livre sur Morrison, j'avais fait plusieurs romans où soit j'étais au il, c'est-à-dire à la 3e personne, soit dans un jeu proche de l'autofiction. Et je me disais que j'étais incapable de prendre le jeu de quelqu'un d'autre. Et quand on m'a proposé de faire ce livre-là, parce que ça rentrait dans le cadre assez borné d'une collection où des écrivains s'emparent d'une personnalité et le revisitent au jeu, je me suis dit, je vais faire Jim. Et quand j'ai vu que j'étais capable de faire Jim, parce que j'avais pensé à Monique Fourniret en 2008, je me suis dit, je suis prêt. Oui, donc c'est une passerelle pour autre chose, quoi. Et ben c'est pareil un peu pour moi. Je trouve que ça s'est encore plus étoffé. C'est le dernier que vous avez fait paraître, qui s'appelle Miss Cyclone de Laurence Perrin chez Calman Levy. Et ça, c'est Jim Morrison, c'est pas la même époque, mais il y a quand même un lien entre les deux. En fait, on est à Coney Island, c'est ça, Coney Island, oui. Le long de la plage, la fameuse plage mythique avec les roues, les baraques foraines à New York. Et puis, c'est un groupe de copines. Hein. Il y en a une qui est très riche, enfin qui est relativement aisée, un peu larguée par ses parents. On est à bout de souffle. Et puis une autre qui est plutôt, je crois, l'italienne, avec très protégée, relativement et tout. Elles sont toutes les deux. Je t'aime, moi non plus. On fait les bêtises ensemble. Et arrive un événement qui va changer leur vie. C'est la mort de John Lennon. Voilà, et tout va basculer pour eux. Et je trouve que c'est un magnifique roman parce qu'à travers ces personnages, vous découvrez une Amérique qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire, en plus, c'est des gens simples, c'est pas des gens extraordinaires. Vous pouvez me raconter pourquoi vous avez écrit ça ? J'ai écrit ça parce que je voulais faire en fait 4 photographies de la vie de 2 femmes à 4 périodes différentes. Moi, je suis une ancienne journaliste, donc je me suis toujours passionnée sur l'actualité. Et il y a des événements qui m'ont passionnée, comme la mort de John Lennon. À l'époque, j'avais 16 ans, comme elle, comme Angela et June, qui sont les héroïnes. Et j'ai eu l'idée, en fait, de décomposer leur histoire en 4 temps, à travers 4 événements qui ont marqué le monde, New York et le monde. Et à chaque fois, une photographie de leur vie à ce moment-là. Elles ont 16 ans le jour de l'assassinat de John Lennon. 26 ans plus tard... elles ont 26 ans, 10 ans plus tard, lors du 2e événement qui est l'ouragan Bob qui a laminé la côte Est. Ensuite, quelques années plus tard, on a l'affaire Clinton-Lewinsky, qui n'est pas typiquement new-yorkaise, mais qui en dit beaucoup sur le puritanisme américain, etc. Et on termine évidemment par le 11 septembre. Et sur ces 20 ans-là, j'ai voulu montrer leur évolution à ces 4 moments différents. Et avec la petite histoire dans la grande, en fait.
Oui, je trouve que c'est un super bouquin de détente et qui en même temps est une histoire de l'Amérique et une page de l'Amérique. Donc je peux vous conseiller, vous donner un conseil, ils vont rejoindre leur stand et je crois que vous allez pouvoir parler, ils vont vous raconter un peu ce qu'ils ont voulu faire à travers leurs livres et puis c'est parfait pour l'été, vous allez passer mais vraiment des moments de détente intelligente. On ne peut pas faire mieux que ces deux auteurs, ces deux écrivains, donc je les remercie beaucoup, ils m'ont donné beaucoup de plaisir et puis j'espère qu'ils vous en donneront autant que j'en ai reçu. Merci. Merci beaucoup.